Voilà, et si vous voulez parler de nous sur les réseaux sociaux, le hashtag c'est InnovAudio Paris. Bonjour, bienvenue à tous. On sera aux avant-postes de la cérémonie d'ouverture ici. Je crois qu'on est sur le tracé de cette cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Merci en tout cas d'être avec nous. Il y aura 4 milliards de téléspectateurs qui vont visionner les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce sera plus de la moitié de la population mondiale. Je ne sais pas combien de millions d'auditeurs vont écouter des contenus audio à la radio, mais ils seront également extrêmement nombreux puisque la radio va être extrêmement mobilisée. D'abord, peut-être un mot avec Pierrick, directeur adjoint de la rédaction de RMC Sport depuis 15 ans. Et Sophie, depuis 15 ans RMC. Hein, pas comment Depuis 15 ans RMC, pas depuis 15 ans, pas directeur adjoint de la rédaction. Tu as pris du galon, on va dire. C'est ça. Et Sophie, donc toi, tu es une ancienne nageuse professionnelle et maintenant tu es consultante RMC Sport. Professionnelle, ça n'existait pas à notre époque. Hein. Voilà. Je vais m'adresser à toi d'abord. Puisque tu es la sportive, hein, en tout cas tu es peut-être certainement beaucoup plus sportive que nous tous ici. C'est quoi vivre des Jeux Olympiques quand on est une athlète Ça permettra de mieux se rendre compte aussi ce que c'est de vivre ça. Les Jeux Olympiques, c'est le rêve. C'est le rêve d'une carrière sportive, mais c'est aussi le rêve d'une vie, parce que ça change une vie. Déjà, quand on est tout jeune, quand on fait nos premières compétitions à 7-8 ans, on dit j'ai envie de devenir un champion ou une championne parce que j'ai envie de faire les Jeux Olympiques. Moi, j'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques en 1984 à Los Angeles. J'avais 8 ans, j'étais très précoce, non je plaisante. J'ai fait les Jeux en 84 et c'est vrai que ça va faire 40 ans l'année prochaine. Mais c'est un condensé d'émotions tellement fort en l'espace de 15 jours que ça reste vraiment gravé. Et moi aujourd'hui, encore, quand on me demande ce que j'ai fait quand j'étais jeune, je dis pas j'ai eu le bac, j'ai fait telles études, j'ai participé à des championnats du monde, à des championnats d'Europe. Non, je dis j'ai fait les Jeux Olympiques. Et en fait, je crois que on voit très souvent des étoiles dans les yeux des gens quand on dit j'ai fait les Jeux Olympiques. C'est quelque chose de très spécial et je crois qu'on est 6000 Olympiens en France. C'est une famille, la famille des Olympiens. D'ailleurs, je porte le petit exprès ce soir, hein, je vous rassure, je ne le porte pas tous les jours. Mais je suis ravie de le sortir de temps en temps. C'est le petit logo Oli qui est le logo des Olympiens. Et c'est vrai qu'on en retire une vraie fierté. Et puis au-delà de ça, je pense que ça peut changer une vie aussi d'un point de vue pour certains athlètes qui brillent, qui font des médailles, qui gagnent. Je pense notamment à Alain Bernard, par exemple, qui a été champion olympique du 100 mètres il y a 15 ans maintenant. Encore aujourd'hui, Alain Bernard, tout le monde le connaît, il vit de ses partenaires, il est un très bel ambassadeur de la natation. Donc aussi, quand on réussit les Jeux Olympiques, quand on est des sports qui vivent à travers les Jeux Olympiques, hein, il faut le dire, eh bien ça peut changer, on peut changer de dimension d'un point de vue à la fois médiatique et économique grâce aux Jeux, parce qu'il y a une exposition qui est totalement unique et qu'il n'y a pas sur des championnats du monde ou championnats d'Europe. Ça fait du bien d'entendre ça, parce qu'on parle plutôt de sécurité en ce moment des JO et un peu moins de sport. Donc ça fait du bien, je pense qu'on peut l'applaudir. Alors maintenant, je vais remonter la chaîne. Qu'est-ce que c'est pour un journaliste et là, je m'adresse à Pierrick, finalement, puisque tu as vécu d'autres Jeux Olympiques depuis 15 ans maintenant chez RMC Sport. C'est quoi pour les journalistes, notamment pour un journaliste radio, de vivre ces JO ? Alors nous, malheureusement, on n'a pas la capacité et les compétences sportives des athlètes comme Sophie. C'est vrai que l'été, traditionnellement, pour un journaliste qui suit le sport, c'est toujours le moment important. Il y a les Coupes du Monde de foot, il y a les championnats du monde de plusieurs disciplines. Mais c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est vraiment le sommet d'une carrière à vivre. C'est quelque chose qu'on condense sur un peu plus de 2 semaines, c'est-à-dire qu'une Olympiade, c'est 4 ans. Toutes les épreuves qui se passent, on suit les athlètes pendant 4 ans et ils nous parlent tous des Jeux Olympiques. Donc finalement, on les accompagne nous aussi. Et puis c'est vrai que à RMC, sachant qu'on fait du sport dès 15h en semaine, à 9h30 le week-end jusqu'à minuit, on est baigné là-dedans. Donc du coup, on accompagne également cette fête olympique. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'hyper important de participer à ces Jeux, d'apporter notre contribution à cette fête populaire qui plus est à Paris. Alors vous serez radio officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024, ça veut dire quoi en fait ? Alors ça fait 20 ans. On sait que la télé, voilà, il y a quand même des droits de l'image, mais à la radio, ça implique quoi en fait ? Ça fait 20 ans qu'RMC est donc radio officielle avec des délocalisations dans toutes les villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques ces 20 dernières années, que ce soit l'été ou l'hiver. Les droits, on les rachète, on les sous-licencie auprès. Mais c'est quoi des droits de l'audio ? Parce que la télé, on arrive à le voir, mais finalement, l'audio, on peut faire ça un peu de n'importe où. Alors par exemple, non, on peut pas faire ça. Si je me mets chez moi et que je commente une compétition,
sans ambiance derrière, sans le son, le signal international, sans l'ambiance du stade, vous verrez que ça fera tout de suite beaucoup plus Donc vous aurez le droit d'être dans fade. le stade. Alors on sera dans le stade, évidemment, on est dans le stade, c'est ce qui nous permet de faire vivre les compétitions à l'intérieur même du stade. On sous-licencie les droits aux détenteurs de droits officiels qui nous permet, nous, après, d'être dans les différentes enceintes et de faire vivre ces jeux à l'intérieur même des enceintes. Parce qu'aujourd'hui, le sport, c'est de l'émotion, et l'émotion, on ne l'a pas devant sa télé ou juste chez soi, on l'a au plus près des athlètes, au sein même des différentes infrastructures. Alors évidemment, l'équipe va un peu se mobiliser, je pense, pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Le premier quotidien sportif français dans le pays des Jeux Olympiques, ça va ressembler à quoi ? En effet, ça va être, c'est l'événement le plus important que l'équipe aura à traiter depuis 1903 et l'Auto, qui est l'ancêtre de l'équipe. Même les Coupes du Monde de football ? Oui, c'est vraiment un événement majeur. C'est ici, à Paris, à côté de chez nous, à côté du siège. Donc ça va être plus de 80 journalistes mobilisés chaque jour sur les épreuves, dont des photographes. Ça va être toute une rédaction mobilisée. Et puis les Jeux, évidemment, il y a la période des Jeux, commencera le 26 juillet, mais il y a aussi avant, comment on fait monter et comment on accompagne tous nos lecteurs et tous nos internautes dans cette compréhension de c'est qui les athlètes à suivre, les chances de médailles, etc. Donc ça va être vraiment une montée en puissance sur toute l'année 2024 qui va être majeure, et donc évidemment c'est un événement très important, et surtout derrière on veut en avoir un héritage fort, parce qu'évidemment il faut que ça continue derrière, il faut que la place du sport en France profite de cet événement majeur. Et l'équipe aura évidemment un rôle, sans avoir le titre de média officiel, aura un rôle majeur pendant cette année. J'ai été un peu surpris cet été en voyant les classements de la CPM, en voyant que l'équipe avait était le premier podcast natif cet été. Alors c'est vrai que moi ça m'a surpris. C'était avec le Tour de France, je crois. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire pour les JO en matière de podcast ? Alors oui, c'était une grande réussite, un podcast qu'on a fait quotidien à 19h, 20h à la fin de chaque étape, qui a fait près de 3 millions d'écoutes sur les 3 semaines du Tour de France. Donc évidemment, on va reproduire ce schéma pendant les Jeux Olympiques, mais également, on oublie, mais il faut quand même qu'on en parle, et c'est évidemment majeur également les Jeux Paralympiques qui suivront les Jeux Olympiques. Exactement. Donc on aura également cette continuité sur les Jeux Paralympiques. Puis après, c'est une montée en puissance tout au long de l'année 2024, avec présentation des athlètes, présentation des enjeux sociétaux, revenir sur les grands événements et sur les grandes histoires des Jeux Olympiques avec nos nombreux reporters qui en ont couvert énormément. Donc ça va être à la fois des podcasts d'actu et puis des podcasts, on va dire, plus qu'on appelle chez nous collection, un peu plus historiques, ou un peu plus dans le patrimoine qu'on va essayer de développer tout au long de l'année. Vous venez d'annoncer un partenariat avec Apple Podcast. Ça ressemble à quoi ce partenariat ? Ce partenariat était important pour nous parce que nous, on a un double enjeu, on a un modèle qui est à la fois gratuit et payant. Alors vous proposez, on va revenir dessus, du podcast accessible sur toutes les plateformes, y compris Spotify, Apple Podcast, et d'autres qui sont uniquement réservés aux abonnés. C'est intéressant parce qu'on aura une table ronde autour des éditeurs de presse dans le podcast aussi tout à l'heure. Du coup, ça représente quoi aujourd'hui ces podcasts uniquement réservés aux abonnés ? Est-ce que ça apporte de l'abonnement à l'équipe ? Alors en tout cas, ça fidélise vraiment l'abonné, qu'il y a assez peu de recrutement uniquement sur ces contenus-là. Mais les gens ne s'abonnent pas uniquement pour le podcast. Voilà, mais ça fidélise l'abonné, c'est un vrai contenu complémentaire de ce qu'on peut proposer, notamment dans le temps long, dans le froid et dans quelque chose de plus magazine. Et avec Apple, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que c'est aujourd'hui une des premières plateformes d'écoute. Et ça permet à nos abonnés de consommer nos podcasts chez Apple, là où ils ont l'habitude d'écouter d'autres podcasts. C'est ça le partenariat qu'on a monté avec eux, et ce qui nous permet, nous, d'avoir une mise en avant beaucoup plus importante sur la page d'accueil d'Apple Podcasts en faisant ce deal avec eux. Donc c'est à la fois un intérêt pour nos abonnés, mais également un intérêt pour la mise en avant de nos contenus audio sur la plateforme Apple Podcasts. Les podcasts gratuits de l'équipe sont rentables ? Oui. C'est-à-dire vous gagnez de l'argent ? On gagne de l'argent, tout à fait. C'est aussi pour un média de presse, le podcast est peut-être un peu plus facile. C'est facile pour nos journalistes de parler derrière un micro et de raconter leur histoire. Plus simple, avec des coûts moins importants que la vidéo par exemple. Donc oui, c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien ancré au sein de la rédaction, et on va lancer là dès début janvier des podcasts sur le cyclisme, sur le tennis, qui vont également arriver. C'est quelque chose qui prend vraiment et que les journalistes font avec beaucoup d'appétit. Alors toi Guillaume, tu as cofondé un studio dédié au sport qui s'appelle Sunday Night Productions. Quand on a cherché des podcasteurs dédiés uniquement au sport, il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est vrai. C'est ça. Alors pourquoi ? Parce que l'équipe RMC Sport écrase tout. C'est quoi la raison ? Sur le natif, non. Alors ça dépend des sports en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de podcast natif de foot. C'est une énigme pour moi. On n'en connaît pas. Il y a l'Afterfoot qui est plutôt c'est un peu écouté, replay. je crois. Il y a Big Five, le podcast de l'équipe.
C'est vrai, il y a le podcast de les filles, il y a le podcast de l'équipe Big Five, mais c'est Et scouting hein, sur RMC. ouais, mais c'est Allez, on y va, on je y suis va. désolé, monsieur, mais c'est pas des marques encore qui sont très fortes et très visibles. En tout cas, pas comparables à ce qu'on peut avoir sur RMC avec un Afterfoot, qui est vraiment un gros monument. Et c'est vrai que c'est étrange. Alors nous, on se développe sur les sports olympiques. Aujourd'hui, Sunday Night Production, c'est le premier podcast sportif natif. Donc c'est dans la tête de. Voilà, c'est dans la tête le- d'un coureur, dans la tête d'un cycliste. Quand on ne se fait pas voler pendant le Tour de France, la place par nos amis de chez l'équipe. Et c'est vrai qu'on a un studio très jeune. Ça fait 5 ans qu'on s'est lancé. On a un studio indépendant. On n'a pas de riches actionnaires qui investissent chez nous. Mais on a la confiance de nos auditeurs. On a la confiance des annonceurs aussi qui investissent. On est content beaucoup chez nous. Et donc ça nous permet de nous développer. Et aujourd'hui de pouvoir aussi rivaliser, je ne sais pas, mais en tout cas proposer des alternatives indépendantes à un nouveau public aussi, puisque l'auditeur du podcast est très différent. Nous, c'est vraiment les 25-35, c'est pas forcément ceux qui vont écouter RMC ou qui vont lire l'équipe. Et aujourd'hui, c'est quand même sur l'audio qu'on veut les toucher avec le podcast et le sport. Qu'est-ce que vous allez faire pour les Jeux Olympiques? Parce que face à tous les acteurs qui vont être là, toutes les radios RMC, Europe 1, RTL, enfin Radio France également et l'équipe, quelle place on peut avoir sur un événement comme celui-là, où il y aura beaucoup d'auditeurs, mais il y aura aussi beaucoup d'offres? C'est une bonne question. Ça va être un enjeu difficile parce qu'on n'a pas la chance d'avoir 15 millions au fond d'une poche pour acheter les droits. On n'a pas des rédactions de 80 journalistes, mais quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Et donc, on va essayer de faire différemment. Nous, notre mission, c'est la pédagogie. Donc, on va expliquer aussi l'histoire derrière le sport. Est-ce que vous savez pourquoi un marathon, ça fait 42 km 195? C'est lié à la famille royale d'Angleterre. Le skateboard aussi, qui fait son arrivée aux Jeux Olympiques, son histoire à San Diego, les précurseurs qui sont aussi de ce sport. On va parler évidemment, on va faire de la pédagogie, on va raconter des histoires. Notre but, ce ne sera pas seulement d'informer les Français de l'actualité sportive, ce sera les passionner par le sport et leur raconter les plus belles histoires autour de tout ça. Et là, je pense qu'on aura notre mot à dire sur ça et qu'on sera très bon à le faire. Sophie, je trouve impressionnant de faire du commentaire de la natation à la radio, parce que déjà, le commentaire sportif à la radio, c'est hyper dur, hein, bravo à vous, du live, mais comment on commente de la natation à la radio? Pour intéresser les gens, on va dire. Hein. Oui. Parce que, par définition, on n'a pas l'image. Exactement. Et ça, c'est une vraie différence. Parce que j'ai commencé, j'ai été consultante, j'ai fait 6 Jeux Olympiques en télé, avant de switcher à la radio. Et c'est vrai que je trouve que la radio, c'est plus difficile. C'est plus Parce qu'il ne difficile. suffit pas d'être bon en natation, finalement. Oui. Alors, d'être consultant, oui, effectivement. Mais je trouve qu'en radio, sans offenser évidemment les journalistes et les consultants télé, en télé, on a l'image. L'émotion passe à travers l'image, c'est-à-dire que limite, on peut couper le son et vibrer malgré tout. En radio, si on coupe le son, il reste plus grand-chose. Donc, l'émotion passe à travers les commentaires. Ça met forcément plus de pression. Il faut faire attention à tout, quoi. Et la voix compte, le rythme compte, les émotions qu'on a à ce moment-là comptent aussi, la façon dont on arrive à les faire passer. Donc, et le contenu est différent pour un consultant aussi. C'est quoi ta place? Parce que tu es toujours avec un journaliste encarté, comme on dit, hein, et toi, tu arrives comme consultant. C'est quoi le rôle de chacun? Justement, on est un peu plus sur des détails techniques. Et c'est ça aussi qui est difficile en radio. Et certains, tu les connais, parce qu'il y en a certains, c'est tes potes certainement qui nagent, non? Oui, mes potes, je suis plus pote avec les entraîneurs qui étaient de ma génération qu'avec les nageurs. Les enfants des potes. Voilà. Exactement, non, mais j'aide un certain nombre de nageurs aussi aujourd'hui à l'extérieur du bassin dans la gestion de leur image. Donc, et puis j'aime la natation et j'aime ces nageurs parce que je suis très admirative de l'entraînement qu'ils font aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en termes de contenu, en télé, on a tendance à commenter l'image, à analyser l'image, à décortiquer la technique. Quand on est consultant, on est beaucoup sur la technique. Mais en radio, on ne peut pas se permettre de décortiquer quoi que ce soit puisqu'il n'y a pas d'image. Donc il faut commenter aussi différemment. Il faut être un peu moins technique, un peu plus accessible. Et il faut être plus accessible aussi parce que je pense qu'en radio, les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément choisi de nous écouter à ce moment-là. C'est un peu étrange on tombe un peu par hasard quand on prend la voiture. Voilà, en télé, on a la zapette un peu facile. Il y a 10 minutes de natation, on n'aime pas la natation, on change de chaîne et on revient. En radio, on n'a pas forcément ce réflexe-là, et je pense que effectivement, quand on aime RMC, qu'on écoute, on est habitué à écouter RMC à la radio. On ne va pas changer parce qu'il y a 10 minutes ou un quart d'heure tout d'un coup de finale de natation. Donc il faut aussi se mettre à la place de l'auditeur et se dire il n'a pas forcément délibérément choisi de nous écouter, donc il faut arriver à capter son attention. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même plus dur.
Pierrick, comment innover sur un produit audio, un produit radio quand on a les Jeux Olympiques de Paris 2024? On a vu que l'équipe avait préparé pas mal de nouveautés, des partenariats, mobilisé sa rédaction. C'est un travail au quotidien. Vous, à RMC Sport, qu'est-ce que vous allez faire à RMC au global? Qu'est-ce que vous allez faire de particulier autour de ces Jeux Olympiques? Alors, nous déjà, on a quasiment la totalité de la rédaction qui va être impliquée sur ces Jeux Olympiques, plus les parties techniques, plus la production qui va évidemment travailler dessus. Le but, nous, c'est de faire vivre le live. La base, l'émotion qu'on fait passer à travers les journalistes, à travers les consultants qui sont également là pour donner leur opinion, là où les journalistes, eux, vont plutôt aller chercher les informations. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est le live, c'est de là que passent les émotions. Donc ça, alors, comment on se différencie par rapport à la télé où on voit bien France 2, France 3 vont retransmettre 24-24, quasi 24-24 les Jeux Olympiques avec des pauses de la nuit et évidemment pendant les journaux télévisés. Comment on se différencie pour que les gens, ils se disent, ils ne regardent pas la télé, ils ne viennent pas uniquement par hasard, mais en même temps, ils ne sont pas tentés par la télé. Comment on se différencie? Déjà, malgré tout, ils viennent malgré tout chez nous avec une habitude. Même si Sophie disait qu'on pouvait tomber par hasard, RMC reste malgré tout un média référence dans le sport. Donc forcément, si on veut, à partir de 6h du matin jusqu'à 1h du matin pendant la durée des Jeux Olympiques, avoir les Jeux Olympiques, on sait qu'on pourra les trouver en intégralité sur RMC de 6h à 1h. Donc c'est quelque chose, déjà, c'est un réflexe. Dès que la personne voudra trouver les Jeux Olympiques, elle sait où elle peut trouver ces Jeux Olympiques. Et après, c'est vrai qu'on travaille à d'autres innovations. Depuis un an et depuis la Coupe du Monde de foot, on développe des radios digitales. Donc on offre un deuxième canal qui permet d'écouter un programme alternatif qui est disponible sur les applications RMC, sur le téléphone, sur les tablettes, sur l'ordinateur. La Coupe du Monde a fait plus de 4 millions d'écoutes de foot, le rugby 3 millions d'écoutes, on en a lancé pour le Tour de France, on en a lancé également pour Roland Garros, et donc tous les grands événements. Donc ce sera vraiment le live. Hein. Ce sera vraiment le live. Et toute la vocation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, puisqu'on lancera également ces canaux digitaux pendant les Jeux Paralympiques, ces canaux digitaux doivent aller chercher un nouvel auditorat et proposer une offre différente qui sera disponible pour des nouveaux auditeurs. Vous allez faire, je crois, un canal digital uniquement pour l'équipe de France, c'est ça? Ça va ressembler à quoi, en fait? Alors, on réfléchit à plusieurs canaux digitaux, hein, et en effet, il y en a un qui sera dédié à l'équipe de France 100% bleu. C'est-à-dire qu'en gros, pour ne rien rater de toutes les compétitions des Français, on pourra aller sur ce canal-là. Alors, évidemment, sur RMC classique, on le fait par essence, mais si par exemple c'est la finale des Jeux Olympiques de basket, si par exemple on a Team USA contre l'Allemagne et qu'en face il y a l'entrée en lice d'un lutteur français, et sur ce canal-là on aura le combat du lutteur français, et sur RMC on pourra aller écouter la finale de basket avec juste le résultat peut-être de l'entrée en lice de ce lutteur. Qu'est-ce que ces Jeux Olympiques de Paris 2024, et je ne vais pas rentrer dans le débat, qu'est-ce que ça va rester sur le sport, parce que ce serait un autre sujet, je crois qu'on en a parlé en préparant, mais qu'est-ce que ça va pouvoir laisser comme héritage dans le traitement médiatique du sport? Et ça, je pose la question à Emmanuel, notamment pour l'équipe. Alors vous, c'est votre quotidien de traiter le sport, mais est-ce que finalement, ça permet de tester des choses qui vont rester après dans le traitement de l'information? En tout cas, oui, on se prépare avec notamment beaucoup de refonte et beaucoup de travail préparatoire sur nos outils, sur nos process de production, pour être vraiment prêt pendant les Jeux, parce qu'on va avoir une quantité de contenu vraiment très importante. Ça va nous obliger à proposer une expérience différente aussi à nos lecteurs, notamment sur nos supports numériques. Voilà, tout le monde, on a des sports favoris, comment on arrive à amener ça de manière un peu plus précise, la fameuse personnalisation. Donc voilà, il y a tout ça qui va se faire. Et puis surtout, nous, ce qu'on espère, c'est que le sport prenne une place plus importante dans la société. Le sport est partout, c'est un vrai enjeu de société, au-delà de juste la performance sportive. Et on espère que les Jeux Olympiques vont arriver à entraîner tout ça, et que les différentes instances, à la fois l'État et les collectivités, vraiment donnent une impulsion forte au sport en France, qui est évidemment majeure, et au-delà de juste la performance de l'équipe pendant ces quelques jours. Guillaume, qu'est-ce que tu vas faire avec tes équipes de Sunday Night pendant les JO? Vous serez où physiquement? Qu'est-ce qui est prévu pendant ces 3 semaines de JO, puis ensuite les Paralympiques? Alors nous, on va essentiellement activer à travers nos partenaires. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir des partenaires qui sont aussi... Partenaires sponsors? Partenaires sponsors, nos annonceurs, voilà. Alors c'est encore en cours, mais nous, un de nos plus gros sponsors, c'est Airbnb. On peut très bien imaginer aujourd'hui qu'un appartement parisien sur Airbnb devienne notre studio. Donc on voit aujourd'hui que nos annonceurs, ils sont partie prenante aussi notre contenu. La chance qu'on a, c'est que tous les contenus qu'on fait avec nos marques, ils génèrent en moyenne, on a calculé 24% d'audience en plus. Et donc ça, c'est parce qu'aussi il y a plus de moyens, il y a plus de volonté. Donc on co-construit avec eux. Et là, on voit vraiment que, ils ont un rôle à jouer. Donc on va créer ça avec eux.
Sophie, Pas de pétrole, mais des idées. Hein. Sophie, moi j'ai une question pour toi qui est la spécialiste, on va dire. Tu paries combien de médailles pour les Français? Alors je crois que c'est une question un peu piège, mais à Tokyo, on était à 37, hein, c'est ça? Après les Jeux de Tokyo. Notre ex-ministre des Sports avait parlé de 70 médailles. Je pense que là, on rêve. Hein. C'est pas parce qu'on organise les Jeux Olympiques qu'on se distribue. On est même monté à 80. Qu'on se distribue des médailles, sinon ça se saurait. Non, honnêtement, ça serait bien qu'on arrive à faire notre record, qui est, c'est-à-dire plus que les Jeux Olympiques de Pékin, et qu'on arrive à 45-50 médailles. Déjà en natation, on n'en avait eu qu'une seule à Tokyo. Là, on va en avoir 5 ou 6. Donc, ça va faire monter le compteur dès le début de la semaine. Voilà, on vous écoutera sur MC Sport, évidemment, les podcasts de Sunday Night dans la tête, et puis dans l'équipe, les podcasts et le quotidien et sur le numérique. Merci en tout cas à vous quatre d'être venus.